Ignorant que sa femme était enceinte de triplés et venait d'hériter de 100 millions de dollars, Ethan signa les papiers du divorce avec un sourire, convaincu d'être enfin libéré de la femme stérile qui ne pourrait jamais lui donner d'héritier. Pour lui, Grace était un chapitre clos, une épouse discrète et fragile qui avait passé des années à prier pour des enfants qui n'étaient jamais venus point mais en glissant une bague en diamant au doigt de sa maîtresse. Il ignorait que Grace, la femme qu'il avait jetée comme de la poussière, portait non pas un, mais 3 vies portant son sang. Il ne savait pas non plus que la fortune qu'elle avait héritée en silence la même semaine où il l'avait quittée la rendrait plus riche que tout l'empire pour lequel il l'avait sacrifié. Mais que se passe-t-il quand l'homme qui a divorcé de sa femme stérile découvre qu'elle ne l'était pas du tout? Quand la femme qu'il a abandonnée ressurgit avec 3 enfants et 100 millions derrière son nom. Et que fera Ethan quand il réalisera que le prochain mouvement de Grace n'est pas le pardon, mais quelque chose de bien plus choquant? Grace Carter croyait autrefois en l'éternité. Son mariage avec Ethan était censé être le rêve. Le conte de fées bâti sur l'amour, le rire et les promesses murmurées tard dans la nuit autour d'un café et d'ambitions partagées. Mais le mariage l'avait transformé en fantôme. Une femme qui cuisinait ses repas, souriait malgré ses humeurs et se blâmait chaque mois quand le test de grossesse revenait négatif. Le médecin disait que c'était lié au stress. Ethan disait que c'était sa faute. Le mot « stérile » était devenu son ombre, résonnant dans chaque silence entre eux. La nuit où il partit, elle ne pleura pas. Elle se tint simplement à la fenêtre, la main posée inconsciemment sur la légère courbe de son ventre, ignorant encore que 3 cœurs y battaient déjà. L'orage dehors reflétait celui qui montait dans sa poitrine. Un éclair illumina les papiers du divorce sur la table. Son alliance à côté, comme une moquerie de tout ce qu'il s'était promis. Ethan était déjà passé à Olivia Grant, la femme qui, disait-il, le comprenait. Grace se souvenait du sourire d'Olivia, acéré, suffisant, certain. Des semaines plus tard, quand le médecin lui annonça qu'elle était enceinte, Grace resta assise en silence, abasourdie. Le monde se brouilla, les sons disparurent, et pour la première fois depuis des années, ses larmes n'étaient pas de douleur. Elles étaient d'incrédulité. Elle portait la vie. 3 vies, des triplés. Le mot seul semblait à la fois un miracle et une arme secrète. Mais elle ne dit rien. L'homme qui l'avait humiliée ne méritait pas de connaître le cadeau qu'il avait jeté. Quand son père mourut peu après, le chagrin s'entremêla à la joie fragile qui grandissait en elle. À la lecture du testament, elle s'assit en silence à la longue table d'acajou, entourée d'avocats et de parents murmurant sur son mariage raté. Mais quand son nom fut appelé, « À ma fille, Grace Carter », je lègue par majoritaire et les actifs de Wellington Holdings, estimés à 100 millions de dollars. La pièce devint muette. Ses doigts tremblèrent en signant les papiers d'héritage. Et à cet instant, quelque chose en elle bascula. Elle n'était plus la femme qui mendiait l'amour. Elle était une femme avec du pouvoir, de la richesse, et une raison de riposter. 6 mois plus tard, le monde la connaissait sous le nom d'Emily Hay. Le changement ne fut pas soudain. Il fut stratégique. Elle avait pris le nom de jeune fille de sa mère, déménagé en ville et investi discrètement son héritage sous l'égide de Wellington Holdings. Personne ne la reliait à l'ancienne épouse stérile qu'Ethan avait rejetée. Pour eux, elle était une investisseuse élégante au esprit vif et à la prestance glaciale. Ses enfants naîtraient dans la protection, non dans la pitié. À présent, sous les lustres scintillants du gala de charité Wellington, Emily Hay incarnait la perfection. Sa robe, une soie midnight qui miroitait à chaque mouvement, épousait le corps d'une femme ressuscitée. À ses côtés, Jonathan Hay, son mari, le puissant milliardaire qui avait d'abord été son partenaire d'affaires, puis son choix calculé pour le mariage. Et elle n'était pas Ethan, mais taillée dans le même tissu dangereux, charmeur, impitoyable, assez arrogant pour croire qu'il la possédait. Jonathan se pencha, murmurant derrière son sourire figé, « Souris, Emily. Ne me fais pas honte ce soir. » Ses lèvres s'incurvèrent, mais ses yeux restèrent froids. Autour d'eux, les flashs crépitaient comme des lucioles. Le rire ondulait dans la salle de bal. Le champagne coulait. Et au centre de tout, la richesse dansait en souliers vernis et sourires répétés. Emily sentit la pièce basculer quand Olivia Grant entra. Une robe rouge feu collant à elle comme le péché. La même femme qui lui avait volé son mari glissait maintenant vers le nouveau. L'ironie ne lui échappait pas. Le bras de Jonathan se raidit. Son regard suivit Olivia, la faim à peine dissimulée. Les murmures commencèrent presque instantanément. C'est elle. La maîtresse présumée de Jonathan.
Émilie sentit leurs regards, leur pitié, leur commérage silencieux lui lacérant l'air. Elle ne broncha pas. Puis Olivia s'approcha, son sourire dégoulinant de fausse douceur. « Oh, Émilie, j'adore ta robe », dit-elle en levant son verre-point. Peut-être qu'un peu de couleur lui ferait du bien. Et avec une grâce calculée, elle inclina son verre juste assez. Le vin rouge cascada sur la robe d'Émilie comme du sang versé. Des hoquets parcoururent la foule. Le rire de Jonathan suivit, cruel et tranchant, pathétique, lança-t-il assez fort pour que tous entendent. Elle ne supporte même pas un petit accident. La salle éclata d'un rire nerveux. Les appareils photo cliquèrent. Émilie resta là, trempée, humiliée, sa robe ruinée, mais sa posture intacte. Elle les regarda tous, son mari, sa maîtresse, les visages ébahis, puis se contenta de tourner les talons et de s'éloigner, son silence coupant plus profond qu'aucune explosion n'aurait pu. Dans les toilettes de marbre, elle fixa son reflet, essuyant les taches cramoisies. Le rire de la salle de bal résonnait faiblement à travers les murs. Son reflet ne semblait pas faible. Il semblait dangereux. Sa voix sortit douce, stable, un murmure qui sonnait comme une promesse. « Vous pensez que je suis impuissante ? Vous n'avez aucune idée. » Derrière elle, la tache rouge sur sa robe semblait presque délibérée, comme une marque de vengeance en attente d'être écrite. Cette nuit-là, alors que les lumières du gala s'éteignaient et que les rires mouraient, Emily Haye, la femme autrefois connue sous le nom de Grace Carter, cessa d'être une victime. L'orage était de retour, mais cette fois, c'était elle qui appelait la foudre. La lumière du matin filtrait à travers les hautes fenêtres du manoir Haye, douce et dorée, presque cruelle dans son calme. La même maison qui avait résonné du rire de Jonathan la veille était maintenant vide, souillée par le souvenir des moqueries murmurées et des taches de vin rouge. Émilie était assise au comptoir de la cuisine, faisant défiler son téléphone. Chaque titre coupait comme du verre. Jonathan Haye et Olivia Grandvol la vedette au Gala Wellington. L'effondrement gênant de Madame Haye, un désastre social. Couple puissant ou scandale public. Les Haye et la maîtresse en rouge. Chaque article rejouait son humiliation en détails impitoyables. Il y avait même une vidéo. Le rictus d'Olivia. Le rire cruel de Jonathan. Le silence d'Émilie. Elle se força à la regarder une fois, non pour se torturer, mais pour se souvenir de chaque visage qui avait ri. La douleur était désormais son carburant. Le téléphone vibra. C'était Rachel Moore, sa cousine et seul lien restant avec le passé. Émilie, commença Rachel, la voix prudente. J'ai vu les nouvelles. Ça va ? Émilie fixa les jardins tentaculaires dont Jonathan aimait se vanter mais qu'il ne prenait jamais la peine d'entretenir. Je vais bien, dit-elle simplement. Tu n'as pas l'air d'aller bien. Tout le monde en parle. Peut-être qu'il est temps de partir. Il est passé à autre chose, c'est évident. Ne traîne pas ça. Un souffle lent lui échappa. Rachel voulait bien faire, mais le mot piquait. Il est passé à autre chose. Cette phrase l'avait hanté 2 fois. Une fois quand Ethan l'avait quitté pour Olivia, et maintenant alors que Jonathan l'exhibait devant la même femme. L'ironie était presque poétique. Merci, Rachel, dit Émilie, le ton mesuré. Mais je n'ai pas fini. Elle raccrocha, son reflet luisant faiblement dans la porte vitrée. Pas fini. Loin de là. Ce soir-là, Jonathan rentra de bonne humeur, l'odeur de son coûteux parfum le précédent. Olivia était avec lui, vêtue d'une de ses chemises, son parfum traînant derrière comme de l'arrogance en fleurs. Jonathan jeta sa veste sur le canapé. Émilie, dit-il avec une fausse gaieté. Bonne nouvelle. La réunion du conseil s'est bien passée. Le contrat est presque scellé. 8,4 milliards, chérie. Olivia rit doucement, passant son bras sous le sien. Et après ça, tu seras enfin libre de vivre ta meilleure vie, John. Plus de faux-semblants. Émilie leva les yeux de la table de la salle à manger où elle était assise, l'expression calme. Faux-semblants ? Répéta-t-elle doucement. Jonathan ricana. Ne jouons pas les idiotes. Une fois ce contrat signé, je demanderai le divorce. Tu auras un règlement généreux. Bien sûr, je ne suis pas sans cœur. Olivia gloussa, effleurant son bras. Tu es trop gentil. Les lèvres d'Émilie frémirent légèrement, pas tout à fait un sourire. Comme c'est attentionné, murmura-t-elle.
Jonathan se versa un verre. Allez, monsieur, tu devrais être contente. Tu seras enfin libre de moi. Et peut-être que tu pourras reprendre la peinture ou ce que font les femmes comme toi quand elles sont seules. Sans moi, tu n'es rien, mais au moins tu seras à l'aise. Les mots flottèrent dans l'air, claquant comme un fouet. Puis il partit bras dessus bras dessous avec Olivia, riant alors que la porte se refermait derrière eux. Émilie resta dans le silence qui suivit, le tic-tac de l'horloge grand-père devenant plus fort, plus lourd, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus l'ignorer. Son regard glissa vers le petit coffre en bois sur la table d'appoint, celui qui avait appartenu à son défunt père Point pendant des mois, elle ne l'avait pas ouvert. Maintenant, presque sans y penser, elle le fit. À l'intérieur, de vieux dossiers, des papiers jaunis et des contrats attachés avec une ficelle rouge fanée. Elle commença à les trier, scrutant la signature de son père, les boucles précises et les traits stables qu'elle se rappelait de l'enfance. Mais elle se figea. Son propre nom apparut, Grace Carteret, sur une série de documents légaux liés aux compagnies de Jonathan. Des contrats qu'elle n'avait jamais signés. Des accords transférant le contrôle d'actifs, de brevets et d'actions, tous liés à Wellington Holdings, son héritage. Elle tourna chaque page, son pouce accélérant. Les signatures semblaient réelles, mais ce n'étaient pas les siennes. Elles étaient des copies falsifiées à la perfection. Chaque affaire que Jonathan avait conclue, chaque empire qu'il avait bâti, chaque acquisition dont il s'était vanté, tout reposait sur une autorisation volée en son nom. Pendant un long moment, elle ne put respirer. Puis lentement, la réalisation s'installa comme de l'acier. Il avait bâti son empire sur une autorité volée. Les mains d'Émilie tremblèrent alors qu'elle étalait les papiers sur la table. Les taches rouges de la robe de la veille marquaient encore le tissu de la chaise derrière elle, un rappel fantomatique de l'humiliation. Mais maintenant, en traçant chaque ligne falsifiée, sa peur commença à fondre en quelque chose de plus tranchant. Un but. La lampe projetait une flaque dorée sur les documents. Ses yeux passaient de l'un à l'autre, cartographiant l'empire dont son père l'avait mise en garde. Ne fais confiance à personne pour le pouvoir sur ton nom, avait-il dit. Elle comprenait enfin ce qu'il voulait dire. Quand l'aube pointa, Émilie était encore là, ses cheveux tombant librement autour de son visage, les yeux cernés de fatigue, mais brûlants de concentration. Chaque pièce tombait en place. Le même monde qui l'avait moqué pour son impuissance allait voir ce que le silence pouvait faire. Au lever du soleil, elle avait déjà appelé M. Whittaker, l'ancien avocat de son père. Il faut que je vous voie aujourd'hui, dit-elle. C'est urgent. Au bureau, l'avocat âgé ajusta ses lunettes alors qu'elle posait les contrats falsifiés devant lui. Ses sourcils se froncèrent plus profondément à chaque page. Ceci, marmonna-t-il, c'est criminel, Émilie. Chaque grosse affaire que Jonathan a conclue dépend de votre signature. Si cela sort, le conseil gèlera tout. Et je ne veux pas de sympathie, dit Émilie, le ton égal. Je veux des preuves légales. Il hocha gravement la tête. Vous les aurez. Cet après-midi-là, elle contacta Ethan Brooks, son vieil ami d'université, désormais analyste financier enfoui au cœur de High Enterprises. Il fut prudent au début, mais quand elle lui montra les preuves, sa voix trembla. Émilie, réalises-tu ce que cela signifie? Tout son empire pourrait s'effondrer. C'est l'idée, dit-elle calmement. Au cours des semaines suivantes, ils travaillèrent en silence. Nuit blanche, appels cryptés, fichiers partagés de main en main. À chaque découverte, comptes offshore, blanchiment, fausse charity, le filet d'Émilie s'élargissait. Elle commença à contacter ceux que Jonathan avait écrasés durant son ascension. Assistants licenciés, cadres réduits au silence, partenaires brisés. Ils se souvenaient. Ils saignaient encore. Et un par un, ils acceptèrent de l'aider. Quand les premiers murmures d'irrégularité corporative commencèrent à filtrer dans les médias, Émilie avait déjà tout ce qu'il lui fallait. Un matin au petit déjeuner, Jonathan était assis en face d'elle, l'arrogance intacte. Tu es silencieuse ces temps-ci, dit-il entre deux bouchées. Tu prépares ta prochaine apparition caritative? Essaie de ne rien renverser cette fois. Olivia rit de son côté de la table. Émilie sourit faiblement, sirotant son thé. Ne t'inquiète pas, dit-elle doucement. La prochaine fois, personne ne rira. Il ne remarqua pas la lueur dans ses yeux, ni la calme assurance dans sa voix. Et elle ne vit pas que la femme qu'il moquait avait déjà commencé à écrire sa chute.
Et quand il la regarda ce matin-là, Jonathan vit encore ce qu'il voulait voir, une épouse silencieuse et brisée. Mais la vérité était bien plus dangereuse. Le matin de la signature arriva, drapé d'une tension discrète. Même la ville dehors semblait retenir son souffle. De la fenêtre de son pentouse, Émilie observa l'horizon scintiller sous un lever de soleil ambré, les tours de verre captant le feu de la lumière. Quelque part dans l'une de ces tours, son mari, Jonathan Hay, se préparait à conclure son affaire de 8,4 milliards de dollars, celle qui le rendrait intouchable. Il ignorait que les documents sur son bureau allaient brûler tout ce qu'il avait bâti. Émilie attacha ses boucles d'oreilles d'une main stable, son reflet dans le miroir composé, impeccable. Son tailleur noir était simple mais autoritaire, taillé à la perfection. Le pouvoir n'avait pas besoin de paillettes. Il avait besoin de silence et de précision. À son poignet brillait la montre que son père lui avait donnée il y a des années, celle gravée de ces mots. Ne les laisse jamais prendre ton nom. Quand elle entra dans l'ascenseur, son téléphone vibra. C'était Ethan Brooks. Tout est vérifié, dit-il. Chaque signature, chaque compte offshore, tout mène directement à lui. Une fois que vous présenterez cela, le conseil ne pourra pas détourner le regard. Bien, répondit-elle. Une fois que ça commence, il n'y a pas de retour en arrière. Vous êtes sûre d'être prête? Les lèvres d'Émilie s'incurvèrent légèrement. Je suis prête depuis la nuit où il a ri. Au siège de Hay Enterprises, l'atmosphère était électrique. Des gardes de sécurité bordaient le hall de marbre. Des photographes traînaient dehors et des équipes médiatiques se rassemblaient dans l'attente de la signature monumentale de Jonathan Hay. C'était censé être son couronnement, le jour où l'Empire s'étendait sur les continents. Dans la salle du conseil au dernier étage, Jonathan se tenait droit dans un costume anthracite, chaque centimètre le magnate charmant. Olivia était assise près de lui, radieuse et suffisance, ses lèvres rouges s'incurvant de satisfaction. Autour de la vaste table, investisseurs, membres du conseil et équipe juridique, stylo prêt, sourire poli. « Mesdames et messieurs », commença Jonathan, la voix dégoulinante de confiance. Aujourd'hui marque le prochain chapitre de l'histoire de Hay Enterprises. Une fusion qui redéfinira l'infrastructure mondiale. Ensemble, nous construirons. Les portes s'ouvrirent, toutes les têtes se tournèrent. Émilie entra. Calme, gracieuse, non invitée. Pendant un moment, personne ne parla. Ses talons claquèrent sur le sol de marbre. Chaque pas mesuré, résonnant dans le silence. Le sourire de Jonathan vacilla. « Émilie, dit-il lentement, masquant l'irritation par un charme étrange. Tu n'étais pas attendue. Je sais, dit-elle calmement, posant une enveloppe scellée sur la table. Mais tu voudras voir ça avant de signer quoi que ce soit. Olivia leva les yeux au ciel. Vraiment, Émilie? Tu t'incrustes dans les réunions d'affaires maintenant? Comme c'est désespéré. Émilie l'ignora complètement. Son regard resta sur Jonathan. Vas-y, dit-elle doucement. Ouvre-la. Il hésita, puis déchira le sceau. La pièce devint silencieuse alors que ses yeux parcouraient les documents. Pages de contrat, signatures falsifiées, transferts financiers. La couleur quitta son visage. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Des preuves, répondit-elle, le ton calme. De chaque falsification, chaque autorisation volée, chaque affaire illégale que tu as conclue sous mon nom. Des murmures parcoururent la pièce. Un investisseur se pencha en avant. Autorisation falsifiée? C'est vrai, Jonathan? Il claqua. Bien sûr que non. Elle ment. C'est du n'importe quoi. Mais Émilie était déjà un pas en avant. Elle tapa sur son téléphone, projetant un écran sur le tableau numérique derrière elle. Côte à côte apparurent deux ensembles de signatures, les siennes et celles sur les documents de Jonathan. Les falsifications étaient parfaites, mais pas impeccables. Incohérences subtiles, motifs d'encre identiques, horodatage superposés, tout mis en évidence, tout vérifié par un analyste médico-légal tiers. Chaque transaction liée à Wellington Holdings a été exécutée en utilisant mon nom sans mon consentement, continua-t-elle. Ce qui signifie que chaque affaire que vous avez conclue sous ces autorisations est légalement nulle. Si cette signature a lieu aujourd'hui, cela constitue une fraude supplémentaire à l'échelle mondiale. Les investisseurs échangèrent des regards inquiets. L'air s'épaissit.
Le rictus d'Olivia commença à faiblir. Et la voix de Jonathan monta, désespérée. Vous pensez que quelqu'un va la croire? Elle est juste amère, jalouse parce qu'elle n'a pas supporté sa place. Tu n'es rien sans moi. Le regard d'Émilie resta stable. Sans toi, Jonathan, dit-elle calmement. Je suis enfin moi-même. Puis elle se tourna vers le conseil. Continuez cette signature et je n'aurai d'autre choix que d'envoyer ces documents à la SEC, au département de la justice et à chaque actionnaire majeur enregistré. Ou vous pouvez arrêter cela maintenant, mener un examen médico-légal et sauver ce qu'il reste de vos réputations. La pièce explosa de murmures. Les investisseurs chuchotèrent rapidement entre eux. Quelqu'un se leva et demanda une pause. Le président, un homme stoïque nommé Carlisle, parla enfin, sa voix tranchant le chaos. Jusqu'à ce que cette affaire soit clarifiée, cette affaire est suspendue. Immédiatement. Jonathan frappa la table de la main. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai bâti cette compagnie de zéro. La voix d'Émilie était de glace. Sur les fondations de mon père, sur mon héritage, sur mon nom. Il se tourna vers elle, les yeux brûlants. Tu penses pouvoir me détruire? Non, dit-elle doucement. Tu t'es déjà détruit toi-même. Alors que la sécurité s'avançait pour escorter Émilie sur l'ordre furieux de Jonathan, elle ne résista pas. Elle se tourna une fois à la porte, son regard calme balayant le chaos derrière elle. Papiers éparpillés, voix qui s'affrontaient. Olivia criait quelque chose sur le contrôle des dégâts. L'empire qui l'avait autrefois humilié s'effondrait en temps réel. Dehors, dans le couloir, Ethan l'attendait point. Comment ça s'est passé? Elle expira lentement, sa composure intacte. Les premières fissures sont faites, dit-elle. Maintenant, laissons le reste s'écrouler. En quelques heures, les titres commencèrent à changer. Des fuites anonymes de fraude corporative inondèrent les médias. Les investisseurs se retirèrent. Les auditeurs exigèrent les dossiers. Olivia, terrifiée, disparut de la vue. Ce soir-là, Émilie se tenait sur son balcon, les lumières de la ville scintillant comme 1000 yeux qui regardaient point le même horizon que Jonathan avait autrefois dominé semblait maintenant plus petit, presque fragile. Elle pouvait presque entendre sa voix quelque part au loin, criant, niant, suppliant quelqu'un de l'écouter. Le vent effleura ses cheveux sur son visage. En bas, les caméras se rassemblaient déjà. Le monde regardait le puissant Jonathan Hay tomber. Et pour la première fois, Émilie sourit point pas par vengeance, mais par libération. Les chaînes étaient brisées. Le silence avait enfin parlé. L'empire de Jonathan Hay ne s'effondra pas du jour au lendemain. Il implosa morceau par morceau, comme du verre sous pression. Dans les 48 heures suivant la signature avortée, les réseaux d'information à travers le pays diffusèrent l'histoire. Hay Enterprises sous enquête fédérale. PDG accusé de fraude corporative. Membres du conseil démissionnaire. Partenaires se retirèrent. L'affaire de 8,4 milliards de dollars censée couronner le règne de Jonathan était devenue l'encre qui l'entraînait vers le fond. Olivia Grant fut la première à abandonner le navire. Quand les assignations arrivèrent, elle entra dans une réunion privée avec les enquêteurs, les yeux gonflés de larmes, sa loyauté se dissolvant sous la peur. Elle leur dit tout point les comptes offshore, les auditeurs corrompus, les fondations secrètes où Jonathan détournait les fonds volés. Elle leur remit même les clés numériques qu'il pensait être les seules à sa possession. Quand Jonathan l'apprit, il était trop tard. Son empire était gelé, son nom placardé en une comme fraudeur. Il essaya d'appeler Olivia, mais son numéro était déconnecté. Elle essaya d'atteindre le conseil, mais son accès était révoqué. Même ses aides les plus loyaux avaient disparu. L'homme qui commandait autrefois des salles entières était maintenant assis seul dans le vaste bureau du manoir, le même endroit d'où il avait autrefois moqué sa femme. Des bouteilles d'alcool vides bordaient le bureau. Son reflet dans la fenêtre semblait étranger, fatigué, non rasé, brisé point dehors, les reporters grouillaient aux portes, leurs cris perçant la nuit. « Monsieur Hay, avez-vous un commentaire sur les allégations? Est-il vrai que votre femme a exposé votre fraude? Où est Olivia Grant ?» Chaque question frappait comme une pierre. Jonathan se détourna de la fenêtre et s'effondra sur le canapé, la tête dans les mains. Comment tout s'est-il effondré si vite? Il pensa au visage d'Émilie dans la salle du conseil. Calme,
contrôlé, intouchable. Il y avait eu quelque chose de terrifiant dans son silence, quelque chose qu'il n'avait pas vu avant. Pendant des années, il avait cru que sa faiblesse était l'obéissance. Maintenant, il comprenait que c'était du calcul. Quelque part au fond, il l'admirait presque. Presque. Les jours passèrent dans le chaos. I Enterprises fut officiellement suspendu sous enquête. Sa valeur boursière chutait, les créanciers rappelaient les dettes, les banques gelaient les comptes, et les anciens partenaires se démenaient pour se protéger. L'empire que Jonathan avait vanté comme devant lui survivre s'était dissous en poussière. Et tout au long, Émilie ne dit jamais un mot publiquement. Elle ne se vanta pas, n'apparut pas à la télévision, n'émit pas de déclaration. Son silence devint son propre tonnerre. Les médias la dépeignaient comme la veuve mystérieuse qui avait fait tomber un milliardaire. Et d'une certaine manière, ce n'était pas loin de la vérité. Quand elle accepta enfin une réunion privée avec le conseil, maintenant en restructuration d'urgence, l'atmosphère était révérentielle. Les hommes qui l'avaient autrefois ignoré se levèrent comme en présence de quelqu'un qu'ils n'auraient jamais dû sous-estimer. Monsieur Carlisle, le président qui avait suspendu la signature, se leva pour l'accueillir. Madame Hay, dit-il formellement. Au nom du conseil, nous vous devons des excuses et peut-être plus. Il semble que les actifs de votre père aient été saisis frauduleusement sous la direction de Jonathan. À partir de ce matin, ils vous ont été restitués. Émilie hocha une fois la tête, l'expression stable. Merci. Mon père a bâti Wellington Holdings sur l'intégrité. J'ai l'intention de le restaurer à ce qu'il était censé être. Il y eut une pause. Puis Carlisle le dit calmement, le public voudra une déclaration. Elle sourit faiblement. Ils en auront une bientôt. Pas de moi, mais des résultats. Quand elle quitta le bâtiment, les reporters surgirent, les flashs crépitants. Elle ne s'arrêta pas, ne parla pas. Le seul son était le claquement de ses talons, net, délibéré, résonnant contre le sol de marbre comme une ponctuation à une histoire qu'elle seule comprenait pleinement. Ce soir-là, Jonathan apparut aux portes du manoir qu'il ne possédait plus. Et la pluie tombait à verse, trempant son costume, plaquant ses cheveux contre son front. Sa voix autrefois autoritaire était devenue rauque. « Émilie, cria-t-il, agrippant les barreaux de fer. S'il te plaît, parle-moi. » De la fenêtre à l'étage, Émilie se tenait immobile, le regardant à travers la pluie. Il semblait petit, trempé, dépouillé de tout sauf du regret. Les flashs des caméras illuminaient la route alors que les reporters enregistraient chaque mot pitoyable. « Émilie, je suis désolé, pleura-t-il. J'ai tout perdu. Tu dois m'aider. S'il te plaît, tu es la seule qui peut arranger ça. » Son regard ne vacilla pas. La femme qu'il avait autrefois humiliée au gala, celle qu'il avait appelée pathétique, sans valeur, se tenait maintenant intouchable. Les rôles étaient complètement inversés. Jonathan tomba à genoux dans la boue, sa voix se brisant. « Tu m'as ruiné, » murmura-t-il. Elle n'ouvrit pas la fenêtre. Elle n'éleva pas la voix. Elle dit simplement, assez bas pour que seule elle puisse s'entendre, « Non, Jonathan, tu t'es ruiné toi-même. » Puis, avec une précision tranquille, elle répéta ses anciens mots, ceux qui l'avaient hanté, pathétique, sans valeur. Elle ferma lentement le rideau, bloquant son image, sa voix, et tout ce qu'il avait autrefois représenté. À l'intérieur, le manoir semblait différent maintenant. Le rire de ses enfants résonnait faiblement dans le couloir. 3 voix lumineuses pleines de vie. Des triplés nés de l'amour qu'on lui avait dit qu'elle n'aurait jamais. Ils ne connaissaient pas les guerres que leur mère avait menées, l'orage qu'elle avait enduré, ni l'héritage qu'elle avait reclémé. Dans le bureau qui avait autrefois été celui de Jonathan, Émilie était maintenant assise derrière le bureau restauré de son père, l'écusson Wellington brillant sur le mur derrière elle, plus volé, plus réduit au silence. Sa posture était calme, son expression sereine. Sur le bureau reposait une vieille photo de son père et d'elle, souriant par un jour ensoleillé, bien avant que la trahison n'entre dans son monde. Le conseil lui avait demandé de reprendre la direction de Wellington Holdings. Elle avait accepté. Sous son nom, la compagnie entama une nouvelle ère éthique, visionnaire, imparable. Les investisseurs qui s'inclinaient autrefois devant Jonathan cherchaient maintenant son conseil. Dans les magazines d'affaires qui suivirent, les titres racontaient une autre histoire cette fois. De l'humiliation au pouvoir, Émilie Hay reclint son héritage. La tempête silencieuse. Comment une femme a transformé la trahison en empire.
Mais Émilie ne les lisait pas. Elle n'avait pas besoin de validation. Le pouvoir, avait-elle appris, n'était pas la vengeance. C'était le contrôle. Et elle l'avait enfin. Tard une nuit, alors que les lumières de la ville scintillaient dehors, elle surprit un reflet dans le grand miroir. Le même miroir dans lequel elle s'était autrefois regardée, couverte de vin rouge, murmurant qu'elle n'était pas impuissante point maintenant, ce reflet la fixait sans ciller, confiant, fort, imparable. Elle sourit faiblement. L'orage était passé, mais son écho restait dans ses yeux. Elle se détourna du miroir, marchant vers le rire de ses enfants, vers la vie qu'elle avait reconstruite, non par colère, mais par résilience. Point derrière elle, le miroir capta le plus faible éclat de lumière du lustre, comme si l'univers lui-même s'inclinait en un hommage silencieux. La femme autrefois moquée comme stérile, humiliée comme sans valeur, avait réécrit son histoire. Non par la fureur, mais par le silence, la stratégie et la force. Et dans ce silence, Émilie Aye était devenue une légende. Point demain apporterait plus de chaos, plus de révélations, plus de règlements de compte. Mais ce soir, juste pour un moment, elle se permit de respirer. Elle avait transformé l'humiliation en histoire, et l'orage était encore loin d'être terminé.